Donc, nous allons commencer cette rencontre avec la première entrée, la première question posée dans votre article, à savoir sur la proportion des femmes dans le public des spectacles aujourd'hui. Vous soulignez dans votre article, à partir des données de Olivier Donat en particulier, en gros, la place des femmes, ce serait environ les 2/3 du public aujourd'hui dans les salles de spectacle. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce chiffre, les problèmes qu'il pose, parce que je sais que ce n'est pas si simple, c'est une estimation plus qu'une donnée extrêmement précise, ne serait-ce que pour la question des sources. Daniel, est-ce que vous voulez bien réagir à ce premier point? Volontiers. Donc d'abord, je précise que je suis professeur en économie et esthétique du théâtre. J'ai plutôt une formation d'économiste, donc en privilégiant donc le champ du théâtre et donc en ayant plutôt une démarche de recherche en socio-économie du spectacle vivant. Donc effectivement, une table ronde avait été organisée à la fin du colloque et comme il y a un ordre un peu, enfin, c'est pas chronologique, mais c'est thématique, effectivement. La synthèse de cette table ronde que j'ai proposée figure à la fin du livre. Et plutôt que de restituer le verbatim de la table ronde, je trouvais plus intéressant de compléter donc les témoignages donc des 4 personnes qui ont participé à cette table ronde, aussi avec des mises en perspective plus générales, notamment donc s'appuyer sur les enquêtes sur les publics. Pour les enquêtes sur les publics, donc on a des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français âgés de 15 ans et plus, qui sont donc publiées, organisées par le ministère de la Culture, mais c'est plutôt quasiment tous les 7 à 10 ans. Donc la dernière enquête qui était disponible au moment de la table ronde, c'est celle qui concernait les pratiques culturelles des Français en 2008. Depuis, donc, en 2021, il y a une nouvelle enquête qui a été publiée en 2018. Donc, on peut aussi comparer avec les résultats de cette enquête en 2018. Le problème, c'est effectivement qu'on n'interroge pas dans ces enquêtes les publics qui sont âgés de moins de 15 ans. C'est une sociologue qui s'appelle Sylvie Octobre qui a fait un travail spécifique sur les loisirs culturels des enfants, des enfants et adolescents âgés de 6 à 14 ans. Donc, c'est un travail spécifique et qui a aussi entamé un travail de comparaison longitudinale aussi sur les générations, c'est-à-dire voir comment donc, évoluent les pratiques culturelles à l'âge de 6 ans, 9 ans, 11 ans, 14 ans, 17 ans, quand ils arrivent au lycée. Alors, en ce qui concerne donc les enquêtes sur les publics, les enquêtes sur les publics âgés de 15 ans et plus, on constate qu'il n'y a pas une énorme différence, du moins en 2008, il n'y avait pas une énorme différence entre le taux de fréquentation, c'est-à-dire le fait d'être allé au moins une fois au spectacle de théâtre pour les personnes âgées de 15 ans et plus, entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire c'est 18% pour les hommes, 19% pour les femmes. Et cet écart s'est un peu accentué en 2018, c'est-à-dire c'était de l'ordre de 23% pour les femmes et 17 ou 18% pour les hommes. Cependant, donc la différence pour le taux de fréquentation au moins une fois par an est minime, c'est un peu accentué ces derniers temps, d'après l'enquête de 2018. Mais le taux de fréquentation plus assidu, il y a une part plus importante de femmes qui, effectivement, vont au moins 3 fois au théâtre dans l'année par rapport aux hommes. Par conséquent, les enquêtes qui sont effectuées par les établissements culturels, il n'y en a pas beaucoup qui sont publiées, mais c'est quand même un certain nombre qui sont effectuées. Et donc, on a tendance effectivement à trouver 2/3 de spectatrices et 1/3 de spectateurs. Mais comme l'indiquait Emmanuel Jouan dans la table ronde, pour les spectacles de la danse, effectivement, si on fait une enquête en s'appuyant sur le logiciel de billetterie, c'est-à-dire qui achète les places de théâtre, on trouve 75% de public féminin. Mais la personne qui achète, elle peut acheter une place, mais aussi plusieurs places. Et on ne prend pas en considération suffisamment les publics scolaires.
qui sont a priori mixtes, enfin, sauf pour les lycées professionnels, où là, c'est en fait la composition est encore très genrée. Et que par conséquent, en fait, si on prend en considération les publics scolaires, la répartition genrée est plus équilibrée que pour les publics adultes. Voilà. Donc ça, c'est le résultat, un des résultats importants. Euh, et, euh, et sinon, enfin, si on compare 2018 à 2008, parce qu'effectivement, il serait intéressant aussi, parce que effectivement, une limite aussi de cette étude, c'est qu'on ne croise pas les variables. Et donc, comme l'objectif, enfin, la mission de service public, c'est d'élargir la base sociodémographique des publics des spectacles artistiquement exigeants, ce serait intéressant de croiser femmes, enfin, le genre avec la catégorie socio-professionnelle. Et a priori, ce n'est pas, enfin, il faudrait faire un traitement spécifique qui n'est pas publié pour faire. Donc, c'est une question de recherche. La question qui était posée, je pense notamment par Sophie Garnier, c'est-à-dire, c'est peut-être que, enfin, on peut imaginer que chez les cadres qui sont surreprésentées dans les publics de théâtre et de danse, les femmes sont très largement majoritaires. Mais est-ce que pour les employés et ouvriers, on a aussi cette surreprésentation des femmes par rapport aux hommes, compte tenu du partage inégal, notamment les tâches domestiques, et peut-être des familles plus nombreuses chez les employés et les ouvriers, notamment dans les quartiers périphériques. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte, notamment. On pourrait y revenir dans la dernière partie, parce que la partie sur justement l'action des services de relations au public, par exemple, ou des projets, et qui n'est peut-être pas sans lien avec cette question-là, en croisant aussi. Dans cette partie de l'article, vous évoquez également le fait qu'il y a la surreprésentation des femmes et peut-être liée aussi à des modalités de sociabilité légèrement différentes selon les genres. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question aussi? Oui, alors ça, c'est une étude d'une sociologue qui s'appelle Dominique Pasquier, qui s'est intéressée effectivement à la sortie, aux formes de sociabilité qui accompagnent la sortie théâtrale ou chorégraphique, à savoir, enfin, surtout pour les publics occasionnels, je pense aussi pour les publics assidus, la satisfaction il ne découle pas seulement de la fréquentation de la représentation, enfin, le fait d'assister à la représentation. C'est aussi le plaisir de rencontrer ses amis, son entourage familial, amical. Et d'où l'importance, effectivement, pour les lieux, d'aménager des espaces de sociabilité, un bar, des espaces de restauration, un coin librairie, etc. On peut aussi consulter des ouvrages spécialisés sur le théâtre ou la danse, ou en lien avec les spectacles qui sont programmés. Et donc Dominique Pasquier, donc en ayant retraité des données de l'enquête de 1997, je crois, ça. C'était l'enquête précédente, celle de 2008. Donc à retraiter ces données et puis à compléter aussi en distribuant un questionnaire donc, sur les comportements donc des spectatrices notamment. C'est intéressant à cette question. Et globalement, enfin, ce qui peut aussi expliquer cette fréquentation plus assidue des femmes, c'est que les conjoints sont en moyenne, donc évidemment, dès qu'on parle de moyenne, il y a évidemment des différences particulières, mais globalement, il y a plusieurs témoignages qui sont restitués en ce sens, c'est-à-dire que voilà, on traîne un peu le conjoint qui, pour faire plaisir donc à sa conjointe, va venir assister à la représentation. Et pour les spectatrices qui sont très assidues, finalement, plutôt que de convaincre le conjoint de négocier donc, de l'accompagnement pour la sortie, on préfère se retrouver entre copines qui sont passionnées par le théâtre. Et par conséquent, la sortie en groupe féminin
c'est quelque chose qui est plus courant que la sortie en groupe masculin. Voilà. Donc ça, c'était un résultat d'une enquête complémentaire qui était menée par Dominique Pasquier. Véronique, en tant que directrice de la Mousson ou en tant que metteuse en scène d'un certain nombre de spectacles, est-ce que ces données correspondent à ce que vous vivez à la Mousson ou quand vous voyez les salles des spectacles que vous mettez en scène? Tout à fait, enfin particulièrement à la Mousson d'été où il y a un grand nombre de spectateurs qui sont des stagiaires en fait. Et donc effectivement, il y a bien 60% de stagiaires qui sont des femmes. Euh, oui, j'ai remarqué, enfin, nous, notre attention, elle se porte aussi sur les questions d'âge. C'est d'attirer le public de 30-40 ans. Justement, ce sont des gens qui ont des enfants, pour qui c'est un coût. Et voilà, cette question, elle se pose surtout comment faire venir en famille, enfin, trouver des modalités qui permettent d'attirer ce public-là, justement. Je te remercie, Véronique. Est-ce que, Daniel, par rapport à cette remarque sur les tranches d'âge, est-ce qu'on a aussi des données sur les tranches d'âge de ce public féminin en comparé au public masculin? Non, enfin, pas dans les enquêtes nationales, mais par contre, il y a une donnée intéressante et plutôt inquiétante. Donc, si on compare l'enquête de 2018 avec l'enquête de 2008, c'est-à-dire, si on s'intéresse aux 15-19 ans, on a à peu près le même taux de fréquentation, voire une légère progression du taux de fréquentation. C'est des personnes qui ont déclaré être allées au moins une fois au théâtre. Par contre, pour les 20-24 ans, là, on observe un décrochage. En comparant l'enquête de 2008 avec l'enquête de 2018, c'est-à-dire pour les spectacles de danse, en 2008, il y avait 13% des 20-24 ans qui déclaraient être allés au moins une fois voir un spectacle de danse au cours des 12 derniers mois. Et en 2018, on tombe à 5%. Et puis pour le théâtre, c'était 23% des 20-24 ans qui sont allés au moins une fois voir un spectacle de théâtre au cours des 12 derniers mois et 16% en 2008. Par conséquent, il y a effectivement l'effet des prescriptions scolaires et éventuellement universitaires qui font que les personnes âgées de moins de 20 ans vont quand même assez souvent au théâtre, mais une fois qu'elles deviennent autonomes, que ça fait plus partie c'est un peu déconnecté de leurs besoins par rapport à la scolarité ou l'université. Donc là, il y a un décrochage qui est donc inquiétant, de la même façon qu'en comparant les générations les plus jeunes en 2018 par rapport à celles qui étaient par rapport à l'enquête de 2008, là aussi, on observe un décrochage. C'est la même chose aussi pour les pratiques en amateur. Puisque vous parlez aussi de la pandémie, il y a une enquête qui a été menée donc, sur les comportements des Français pendant la première vague de pandémie. Et on constate que cet effet de décrochage des plus jeunes générations dans les pratiques en amateur a été corrigé, entre guillemets, par la pandémie, donc par le numérique, surtout notamment dans le domaine de la danse. Donc on a retrouvé effectivement un plus fort taux de personnes jeunes qui ont pratiqué en amateur, notamment la danse, sous forme de connexion numérique. D'accord. Je voudrais juste ajouter aussi la question financière pour la tranche d'âge à partir de 20 ans. Bon, là, particulièrement maintenant, c'est cher, quoi. Non, mais, Après le Covid aussi, les jeunes ont moins d'argent et ça reste encore cher. parce que dans le public, je sais qu'il y a un certain nombre d'enseignants. Bon, c'est vrai que pour les enseignants,
c'est une question récurrente et pour ne pas dire centrale, c'est-à-dire les enseignants, on parle un peu pour le public scolaire d'un public captif, c'est-à-dire que de fait la sortie est organisée par un enseignant qui sollicite ses élèves. Si c'est sur le temps scolaire, les élèves n'ont totalement pas le choix. Si c'est hors temps scolaire, voilà, on essaie de les mobiliser. Mais c'est la question de comment ce public peut continuer une fois qu'il n'a plus ce cadre d'accompagnement, une fois que la sociabilité que vous avez évoquée, Daniel, n'est plus de fait mise en place par l'enseignant qui avait en charge les élèves. C'est vraiment ça, c'est un souci permanent et récurrent de beaucoup d'enseignants, en particulier en lycée, qui se disent qu'est-ce qui va se passer après pour ces élèves que j'ai accompagnés, que j'ai initiés, dans quelle mesure ils vont continuer à de fait sortir et à devenir des spectateurs au-delà de l'âge scolaire ou début universitaire. Je veux bien réagir sur cette question des tarifs, parce que Ouais. c'est très important, la politique tarifaire. Parce que c'est une question aussi qui a préoccupé aussi dans une certaine mesure les économistes de la culture et quels sont les instruments d'observation pour mesurer effectivement la sensibilité de la demande au prix. Alors, quand on n'a pas des données désagrégées, donc le calcul le plus courant, c'est de diviser les recettes de billetterie par le nombre d'entrées payantes. Et donc, on obtient ainsi un tarif moyen. Et on mesure, donc on compare le taux de variation du tarif moyen avec le taux de variation des entrées payantes. Et globalement, les économistes de la culture qui ont fait ce type d'études concluent qu'il y a plutôt une faible sensibilité de la demande au prix. C'est-à-dire, grosso modo, si les prix augmentent, le tarif moyen augmente de 10%, le nombre d'entrées payantes va diminuer de 4%. Et inversement, si le tarif moyen diminue de 10%, le nombre d'entrées payantes augmenterait de 4%. Enfin, mais en fait, personne ne paye le tarif moyen, puisqu'on est soit au-dessus, soit au-dessous, etc. Et de façon évidente, mais bon, pour le mesurer, il faut avoir des données désagrégées, mais quand on peut obtenir ces données désagrégées, en fait, on s'aperçoit, ce qui correspond tout à fait à l'intuition, c'est-à-dire que la sensibilité de la demande au prix, elle dépend du revenu. Et que par conséquent, les personnes qui ont un bas revenu, comme les jeunes, sont sensibles aux tarifs. Et si je prends l'exemple, effectivement, ce que je dirige un Master 2 métier de la production théâtrale, c'est une formation qui est organisée en alternance. Tous les élèves de la promotion ont un contrat d'alternance dans les domaines d'administration, production, diffusion, relations avec le public ou communication. Et nous avons rencontré donc, la structure qui parraine la promotion. Et notamment une question qui était posée par l'équipe de relations avec le public, c'est-à-dire, voilà, on pratique un tarif réduit de 8 € pour les jeunes. Est-ce que c'est un tarif qui est trop élevé, en fait? Est-ce qu'il faudrait réduire ce tarif de 8 € pour donc permettre aux jeunes gens de densifier leur nombre de sorties? Alors, c'est sûr que si, par exemple, on réduit le tarif de 8 € à 6 €, ça permet de financer 4 sorties au lieu de 3. Et c'est quelque chose qui peut compter. Et donc, c'est vraiment une question de fond vis-à-vis des jeunes. La solution, une solution qui a été proposée par le gouvernement, c'est le pass culture. Et pour éviter effectivement que la demande des jeunes se concentre sur les produits déjà les plus vendus ou les concerts des stars, etc. Donc, il y a une part collective qui est gérée par les équipes pédagogiques, les établissements. Alors, je ne sais pas si dans les lycées ou les collèges, c'est quelque chose d'important, mais ce qu'expliquait donc la personne en charge des relations avec le public et le développement des publics, c'est qu'en fait, il y avait un effet de transfert de financement.
dire, au lieu que, alors, on morse un peu sur la troisième partie, mais bon, tant pis, mais au lieu de, enfin, c'est-à-dire, on a moins de financement des collectivités territoriales pour les dispositifs d'action culturelle, par exemple, ou pour ou moins de subventions éventuellement, enfin moins d'augmentation de subventions pour aider à la création de spectacles, et que par conséquent, il faut négocier avec les directions des collèges et des lycées pour utiliser le pass culture. Et donc, c'est un transfert, c'est-à-dire au lieu de subventionner l'offre, là, on subventionne la demande en conférant un pouvoir d'achat. Mais dans la mesure où il y a un travail de médiation qui est mené par les équipes enseignantes, ça peut, en fait, ça peut être aussi intéressant, effectivement, de faciliter les sorties scolaires sans demander aux parents de participer, ou en participant moins, au financement de ces sorties. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est une question évidemment qui intéresse particulièrement les enseignants. Et on avait organisé, nous, à l'ANRAT, une rencontre justement avec la société Pass Culture et avec les deux ministères, Éducation et Culture, sur ces questions-là. Concernant donc cette deuxième partie de votre article qui s'appelle « Choix de programmation et questionnement féministe », donc vous partez d'un certain nombre de réflexions sur l'inégalité homme-femme dans la programmation. Inégalité de genre dans le choix de la programmation, y compris en danse d'ailleurs. Il y a des données quand même qui sont assez importantes, que ce soit l'Observatoire de l'égalité homme-femme du ministère de la Culture, que ce soit le mouvement HF aussi, que ce soit évidemment les rapports de RENPRA, les deux grands rapports de 2006 et 2009, qui était intitulé, alors de RENPRA, elle était inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle. Et donc, elle avait fait un premier rapport en 2006 qui était intitulé « Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision et à la maîtrise de la réception ». Et en 2009, elle avait rajouté la suite de son rapport, était intitulé « De l'interdit à l'empêchement ». Petite remarque, elle a aussi sorti un livre l'année dernière, en 2021, donc, mais cette fois-ci, elle n'est plus, elle a fait ce livre non plus en tant qu'inspectrice générale, mais à son nom personnel. Donc, ça s'appelle « Exploser le plafond ». Et le sous-titre est intitulé « Précis de féminisme à l'usage du monde de la culture » et c'est paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors, quand on regarde un peu ces éléments, on constate que la part, alors déjà, il y a un certain nombre de chiffres, la part des femmes dans la conception de spectacle, de façon générale, c'est-à-dire autrice, traductrice, adaptatrice, metteuse en scène, chorégraphe, scénographe, est passée de 26% en 2006 à 33% en 2018. Donc, on peut se dire qu'il y a un petit progrès. Quand on regarde les femmes à la tête des institutions, on s'est amusé avec Madeleine à regarder un peu tout ça. Madeleine, donc, qui travaille avec moi à l'ANRAT. Il y a 38 CDN enfants en France. Sur les 38 CDN, pour l'année 22, je dis bien là, j'ai regardé les chiffres actuels, on a 19 hommes, donc on s'est dit c'est la moitié, 16 femmes, et en fait, il y a 3 CDN qui sont dirigés par un binôme homme-femme. Vous pouvez les retrouver, hein, c'est Nathalie Garot et Olivier Sacomano à Montpellier, c'est Camille Trouvé et Brice Berthoud à Rouen, et enfin Émilie Capliez et Mathieu Cruciani dans l'Est. Alors donc, on n'est pas très loin de la parité, même si on n'est pas tout à fait à la parité. Mais après, c'est vrai que quand on analyse un peu plus en détail les données, on se rend compte d'un certain nombre de différences assez intéressantes. Quand on regarde les CDN qui ont plus de 5 millions de budget, il y en a 12. Il y en a 10 dirigés par des hommes. Il n'y en a que 2 dirigés par des femmes. De façon un peu plus large, quand vous regardez les établissements en fonction de leur budget toujours, vous avez 45% des établissements dont le budget est inférieur à 500 000 euros qui sont dirigés par des femmes. Donc là, on n'est pas très loin de la parité. Mais quand on regarde les budgets supérieurs à 2 millions d'euros, on descend à 29%.
Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez net. Si j'élargis aux scènes nationales, là, c'est les données de l'Association des scènes nationales. Hein. Il y a 77 scènes nationales en France, il y en a 49 dirigées par des hommes et 26 dirigées par des femmes. Il y a 2 postes vacants pour l'instant, donc je ne sais pas si ça rééquilibrera. Et alors, l'exemple le plus criant, c'est évidemment les théâtres nationaux. Sur les 5 théâtres nationaux, alors certes, Caroline Nguyen vient d'être nommée au TNS, mais c'est bien la seule femme. Et longtemps, c'était un privilège. Alors, il y a eu une période bénie pour les théâtres nationaux, qui a suivi d'ailleurs la publication du rapport RENPRA. C'est la période autour de l'année aux environs de 2008. Hein, on a eu 3 femmes pour les 5 théâtres nationaux. C'était Julie Brochen au TNS, c'était Muriel Bayette à la Comédie Française, c'était Dominique Hervieux à Chaillot. Mais on constate bien que cette période n'a pas duré. Voilà. Et que donc cette progression des femmes à la tête de ces grands lieux n'est jamais acquise. Il y a aussi un article que je voulais citer en introduction de cette deuxième partie, qui était paru à la fin du Festival d'Avignon de l'année dernière, de 2021, article de Fabienne Darge dans Le Monde, hein, vous pouvez le retrouver, c'est un article du 27 juillet 21, qui avait intitulé son article « Le Festival d'Avignon, une édition 2021 marquée par les questions de parité et de diversité ». Et dans l'article, je cite, elle dit « On n'avait jamais vu autant d'artistes femmes dans une manifestation de cette importance ». Alors, elle citait Madante, Fia Ménard, Nathalie Béas, Alice Laloy, Angélique Lidl, etc. Mais elle concluait ainsi, en évoquant la nomination de Thiago Rodriguez, hein, qui avait été annoncée pendant ce festival, « Les femmes attendront pour devenir papesses dans la vraie vie ». Juste petite remarque par rapport à ça. Après, on peut aussi encore affiner l'analyse quand on regarde l'exposition, c'est-à-dire si on regarde la programmation des lieux. Ça, on a fait aussi ce travail-là avec Madeleine pour préparer cette rencontre. Eh bien, on constate que tous les lieux n'ont pas une programmation paritaire, hommes-femmes, loin s'en faut. Vous avez des lieux dirigés par des femmes qui visiblement sont très attachées à cette question-là. Et bon, l'exemple de Julie Déliquet au théâtre Gérard Philippe le révèle, hein, avec une proportion de femmes nettement plus importante que celle d'hommes, mais c'est presque une exception qui confirme la règle. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'après, on peut affiner encore en regardant quand des lieux ont plusieurs salles de spectacle. On constate que souvent les femmes sont plutôt dans les petites salles. Bon, une autre remarque. Et puis après, on peut encore affiner en regardant le nombre de dates selon les spectacles. Le nombre de dates pour les spectacles mis en scène par les femmes est souvent un peu plus réduit. Et puis, voilà, on peut multiplier ces exemples et ça, c'est assez facile à faire. Vous pouvez regarder votre lieu préféré et faire ce travail-là pour faire le constat. D'autant plus que il y a aussi cette question de parmi les femmes dans la liste, hein, quand on regarde la liste, selon les structures, vous pouvez avoir une programmation plus ou moins importante de jeunes publics. Et c'est souvent des femmes qui font les spectacles jeunes publics, sachant que ces spectacles sont aussi des spectacles avec des productions autrement moins importantes que les spectacles tout public. Enfin, vous voyez, on peut affiner cette analyse. Donc, c'est sur ce deuxième point que je voulais maintenant avancer. Dans votre article, Daniel, vous soulignez le lien justement entre ces programmations et cette inégalité de programmation avec l'accès aux moyens de production. Donc effectivement, c'est une question de fond. Alors d'abord, quelques données complémentaires pour illustrer effectivement ces inégalités dans l'accès aux moyens. Par exemple, pour les aides déconcentrées, donc des DRAC, donc pour le spectacle vivant, cela concerne 40% de direction féminine, mais seulement 28% des montants. Donc, même quand les équipes sont aidées,
elles sont moins, enfin, les équipes dirigées par des femmes sont moins aidées. Et par rapport à la danse, il y a 55% des équipes aidées au projet qui ont des directions féminines, mais seulement 36% des compagnies conventionnées. Au théâtre, 52% des équipes aidées au projet sont dirigées par des femmes, mais seulement 30% des équipes conventionnées. Et sur ces équipes conventionnées, donc il y a 30% qui sont dirigées par des femmes, elles ne collectent que 24% des fonds qui sont distribués. Voilà, donc ça c'est et par rapport donc au spectacle pour l'enfance et la jeunesse, donc là c'est un point d'attention pour l'étude sur la diffusion de la danse en France, qui a été coordonnée par l'Office national de la diffusion artistique, avec un comité de pilotage qui était constitué des principales associations, des syndicats et du ministère de la Culture. Donc, on voulait connaître, enfin, faire un focus sur notamment les spectacles pour l'enfance et la jeunesse. Et donc, il y a pour les compagnies qui sont vraiment spécialisées dans les spectacles pour l'enfance et la jeunesse, on constate que les directions masculines, parce qu'il peut y avoir dans des directions masculines, des directions féminines et des duos ou des directions mixtes composées d'hommes et de femmes. Sachant que même pour les collectifs, on peut identifier est-ce que les hommes sont majoritaires ou les femmes sont-elles majoritaires aussi. Et quand c'est équilibré, c'est vraiment direction mixte. Et on s'aperçoit que les directions masculines, pour les équipes chorégraphiques dédiées à l'enfance et à la jeunesse, il n'y a que 20% de direction masculine contre 49% pour les compagnies tout public. Or, les spectacles pour l'enfance et la jeunesse circulent de façon bien plus abondante que les spectacles tout public. Et donc, un chiffre choc qui avait marqué les esprits, c'est-à-dire que les spectacles chorégraphiques pour l'enfance et la jeunesse ont une diffusion 4,5 fois plus élevée que les spectacles tout public. Mais les compagnies qui construisent des spectacles pour l'enfance et la jeunesse, essentiellement, parce qu'on peut être effectivement tout public et faire de temps en temps des spectacles pour l'enfance et la jeunesse, en fait, elles sont très peu subventionnées. Et donc là, il y a une illustration d'un décalage entre la distribution des subventions organisées notamment par les DRAC et puis l'état de la diffusion. Et que si les spectacles pour l'enfance et la jeunesse circulent beaucoup plus, c'est aussi qu'on sort aussi des lieux de spectacle, on va jouer dans les écoles, les collèges, les lycées, etc. Et par rapport, donc, effectivement, à l'influence de la composition sexuée de la direction d'un théâtre, au moment de la table ronde, donc en septembre 2019, c'était Jean Bellorini qui était directeur du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Et donc, François Laurin indiquait, même si le théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis est adhérent à l'association HF d'Île-de-France, de fait, la majorité de mise en scène reste encore masculine. En mars 2020, donc c'est Julie Deliquet qui a été nommée directrice du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, et elle a fait le parti pris, effectivement, comme sont d'autres collègues féminines à la direction de CDM, puisqu'en fait, il y a une telle inégalité dans la programmation, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire, nous, en tant que femmes, directrices d'un théâtre, on va programmer davantage de mise en scène féminine, parce que des femmes qui ont autant de talent que d'hommes. Et en faisant un petit retour en arrière, il y avait aussi une vidéo, parce que je n'avais pas assisté, mais qui avait été aussi marquante, c'était Luc Bondy qui présentait la programmation de l'Odéon Théâtre de l'Europe, où il n'y avait aucune mise en scène
effectués par des femmes. Et donc, il y avait le collectif La Barbe qui était venu intervenir sur scène. Et Luc Bondy qui commençait à se défendre en disant que oui, mais on fasse quand même les choix de programmation et s'appuient sur l'appréciation des talents. Enfin, voilà. Et donc, sous-entendu, à ce moment-là, il n'y avait aucune femme suffisamment talentueuse pour être programmée par l'Odéon. Mais pour revenir donc à Julie Deliquet, donc elle a pris l'inverse, enfin la position inverse, c'est-à-dire dès son arrivée, 2/3 des mises en scène donc, qui sont effectuées par des femmes, et puis même en allant plus loin, pour la saison 2022-2023 en cours, les 3/4 des mises en scène qui sont dirigées par des femmes. Et donc ça, c'est une question de fond, c'est-à-dire c'est comme pour les inégalités de revenus et de carrière professionnelle. Il y a aussi des freins qui peuvent aussi être intériorisés par les femmes, puisqu'il y a des assignations identitaires qui font que les hommes sont supposés plus entreprenants que les femmes, etc. Et également, le milieu du spectacle vivant est traversé aussi par des représentations sexistes. J'ai le souvenir, pour donner un exemple très illustré, j'avais participé aussi à une journée d'études organisée par des compagnies de Toulouse, Midi-Pyrénées, donc à Toulouse. Ouais. Donc, il y a une directrice artistique qui utilisait l'image de Titi Grominet. C'est-à-dire, dans ses négociations avec les directeurs des théâtres, donc quinquagénaires bien repus, blancs, etc., effectivement, il se la jouait, style, oui, je vais t'écouter, mon petit, etc. Mais comme, effectivement, Grominet, il n'est pas très malin, donc, effectivement, les directrices artistiques peuvent aussi jouer avec cette idiotie machiste et puis quand même déplacer ensuite le dialogue vers un terrain plus artistique. Et il y a donc ces obstacles de fond et qui font qu'effectivement, même s'il y a une majorité de spectatrices et d'étudiantes ou d'aspirantes au métier de comédienne, ensuite, il y a une grande difficulté, effectivement, pour devenir metteur en scène et se voir établir construire une relation de confiance et obtenir des moyens de production plus importants quand on est femme. Et comme il y a cette intériorisation de la domination masculine, on peut donc de soi-même manquer de confiance pour oser donc candidater à des postes à responsabilité plus importants. Et c'est notamment le cas, et là le ministère de la Culture, la Direction générale de la création artistique, on est parfaitement consciente parce que effectivement, c'est posé la question l'appel à candidature pour le TNP de Villeurbanne après le départ de Christian Schiaretti, départ forcé de Christian Schiaretti, obligé de prendre sa retraite à un moment donné. Et donc, il n'y a aucune candidature féminine. Et donc, c'est Sophie Zeller, donc à DGCA, qui a appelé effectivement des metteurs en scène femmes pour les décomplexer et leur indiquer qu'il fallait aussi oser poser une candidature. Par conséquent, il y a un problème très important, effectivement, de difficultés plus importantes sans doute pour des femmes qui dirigent les compagnies pour gagner la confiance des établissements culturels pour participer à des coproductions plus importantes et pouvoir diffuser les spectacles. Si bien que c'est aussi peut-être l'illustration hétéro du Caire, effectivement, pour les spectacles pour l'enfance et la jeunesse, là, il n'y a pas de souci. Et en fait, ces spectacles tournent beaucoup. Mais pour les spectacles tout public qui requièrent des moyens de production plus importants, là, il y a une véritable discrimination. C'est par rapport au devenir des femmes directrices de lieux.
Quand une femme ne réussit pas à la tête d'un lieu, il y a eu des exemples frappants, je pense à Julie Brochen au TNS, eh bien, on ne lui pardonne pas. On ne lui pardonne pas, alors que d'autres ont pu avoir des bilans un peu compliqués aussi, et on leur a pardonné. Enfin, voilà, il y a quand même aussi il y a cette question du devenir global, hein, c'est au-delà de ce qui a été mentionné. Là aussi, Véronique, je te sollicite pour ta réaction par rapport à cette action. Enfin, si tu as envie de réagir par Oui, rapport. oui, non, mais je connais bien tout ça, c'est sûr. Je sais bien. Le rapport à l'argent, ben moi, je l'ai vraiment compris, en fait, avec le premier rapport de Rennes Prat. Parce que ben, je me bataillais dans mon coin et tout ça. Et puis, je pensais que c'est moi qui n'arrivais pas à trouver suffisamment de moyens. Et quand j'ai compris que c'était vraiment structurel, enfin, ça m'a pas soulagé, mais bon, ça m'a donné envie de me battre aussi. Mais c'est vrai qu'on ne nous fait pas confiance euh, comment on va gérer un budget, le rapport à l'argent, et on est toujours soupçonné de pas savoir gérer. Et si on a des soucis avec des finances, on va beaucoup nous le reprocher, alors que pour un homme, ça va être parce qu'il est génial et que c'est un artiste et tout ça. Enfin, il a la figure du créateur et tout. Et nous, c'est parce qu'on ne sait pas gérer l'argent, voilà. Et que aussi, on m'a beaucoup laissé entendre que les directions, c'était rentré dans la politique, et que la politique, c'est un monde dur qui n'est pas fait pour des sensibilités d'artistes féminines qui allaient être abîmées. Bon, ça bouge un peu quand même, mais moi, j'ai vraiment entendu ça dans des endroits stratégiques, je peux dire. Et je pense qu'on n'en a pas fini. Effectivement, il y a un progrès, mais c'est fragile, et puis ça, ça, ça peut retomber vite fait. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est les actrices. On a parlé des créatrices et tout ça, et que pour les actrices, c'est pas simple non plus. Elles sont plus nombreuses. Il y a moins de rôles, et on sait très bien. Bon, on a beaucoup parlé du tunnel des 50 ans, mais ça existe, et que bon, il y a beaucoup de spectatrices dans la salle, mais il y a moins d'actrices sur le plateau. Et bon, ça vient aussi de l'écriture. Et moi, je suis très attentive aussi à comment s'écrivent les choses, et qu'il y a beaucoup de rôles euh, qui sont attribués à des hommes, de rôles qui sont des personnages qui agissent dans la société. Voilà, on va donner euh, un rôle comme ça à un homme. Bon, ça bouge aussi, mais c'est important d'en parler aussi. Ouais, bien sûr. Euh, oui, parce qu'en plus, on peut penser là encore à des choix volontaires. Enfin, je pense à deux spectacles qui ont un peu défrayé la chronique cette rentrée. Belle Poésie, 7 minutes avec 11 femmes au Oui, plateau. oui, mais ça défraie la chronique. C'est un Voilà. truc incroyable. Combien de spectacles avec que des hommes, ça fait un événement. C'est ça qui est Voilà, fou, c'est c'est que ça ça. fait événement Et, comme quelque et chose, pareil pour le une firmament, en effet, progression. Voilà. de Chloé Dabert, avec quand même dans les deux cas des spectacles programmés, que ce soit par le TGP pour le firmament de Chloé Dabert, ou que ce soit Maëlle Poésie qui est programmé en ce moment, enfin qui vient d'être programmé au théâtre public de Montreuil, c'est-à-dire dirigé par une femme également. Donc bon, il y a quand même des choses qu'on sent, voilà, il y a des volontés que l'on sent présentes, même si c'est vrai que le fait que ça défraie la chronique, c'est assez intéressant, je trouve. Enfin, c'est assez révélateur de tout d'un coup, on constate des spectacles avec que des femmes, et et ça fait événement. Donc voilà, par rapport à ça. Juste une remarque aussi là-dessus, vous pouvez regarder pour compléter aussi les données en effet du mouvement HF, qui met en ligne tout un tas de données qui reprennent soit l'Observatoire de l'égalité, enfin ils ont plusieurs sources, et donc ils reprennent ces exemples. 60% des étudiants dans le champ des arts sont des femmes, et pourtant dans les artistes actifs, on descend à 40%. Ouvrage de Rennes Prat, elle insiste aussi sur la façon différente de diriger des lieux, et sur le fait que les femmes directrices de lieux
prennent en charge souvent des éléments de leur métier que les hommes ne prennent pas en charge quand ils dirigent les lieux. Et en particulier, elle a noté dans cet ouvrage, hein, Exploser le plafond, que souvent, quand on regarde les directions masculines, on constate que les gens qui dirigent les relations humaines, les secrétaires généraux, etc., sont des femmes, c'est-à-dire celles qui font le boulot souvent ingrat dans une direction de lieu. Eh bien, ce sont des femmes qui le font, alors que c'est les hommes qui apparaissent comme directeurs. Et que quand une femme dirige un lieu, eh bien, elle est aussi soucieuse de ces questions-là, ce qui donne une charge autrement plus lourde. Enfin, c'est une réflexion que je trouvais aussi assez intéressante dans l'ouvrage de Renpra. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. C'est l'effet de l'idéologie, effectivement, d'une domination idéologique qui développe des assignations identitaires pour les hommes, qui doivent être plus entreprenants et donc chercher effectivement dans leur carrière professionnelle, il faut chercher avoir des grandes directions, etc., d'avoir plus de moyens, et pour les femmes, se contenter de moyens plus limités, et en tout cas de chercher à mieux équilibrer la vie personnelle, la vie professionnelle, et donc de moins s'engager à prendre des responsabilités. Mais également la question de fond, alors, qui reste très ouverte, c'est-à-dire c'est aussi les différences. Enfin, Véronique a un peu abordé cette question, effectivement, c'est-à-dire les comédiennes sont sous-représentées, qu'il y a aussi des écritures masculines qui ne valorisent pas forcément les rôles féminins, ou avec des rôles qui sont assez stéréotypés. Et est-ce que, effectivement, des mises en scène féminines peuvent, et des interprètes féminines peuvent, effectivement, faire bouger les représentations de cette idéologie dominante. Et il me semble que l'émancipation, des jeunes femmes, notamment, elle requiert aussi des possibilités de s'identifier à des modèles féminins. Et je prendrai un exemple qui m'avait interpellé à un moment donné, c'est-à-dire dans un cours, effectivement, une étudiante qui avait expliqué, qui faisait un exposé sur Angelica Lidl, que effectivement, le visionnement du spectacle d'Angelica Lidl a été marquant pour son développement personnel. Alors sans doute qu'elle était en dépression à la suite d'une déception amoureuse, etc. Mais que là, effectivement, elle voyait effectivement une femme qui revendiquait une émancipation, et que ça l'avait aidé à se reconstruire. Et alors la question, qui est très ouverte, c'est de dire, est-ce que des écritures masculines aussi peuvent permettre de proposer des rapports de projection, projection, identification émancipateur pour les femmes, ou est-ce que il faut vraiment privilégier les écritures féminines pour susciter, par le jeu de ces imaginaires artistiques, permettre effectivement de faire évoluer les représentations et lutter donc contre cette idéologie sexiste dominante. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est important que les hommes prennent la parole aussi, justement, et sur ces questions-là aussi, et puis qu'on les entende parler juste dans un autre modèle que celui du patriarcat, de tous ces stéréotypes et tout ça, et qu'ils prennent possession de cette question-là, c'est vraiment important aussi pour que ça bouge. C'est essentiel. Les jeunes actrices peuvent s'emparer de rôles qui ont été désignés masculins, mais où il n'y a pas de raison, elles le font, elles prennent les rôles. Et maintenant, quand on passe des auditions au JTN, on doit accepter toute personne qui se considère comme un homme ou comme une femme, peu importe son sexe, quoi. Donc, il y a quelque chose quand même qui est en train d'exploser, je trouve. Je pense au travail de Pauline Bell aussi, hein, qui justement fait des distributions, les rôles d'hommes joués par des femmes et inversement. Enfin voilà, il y a aussi des metteuses en scène qui partent sur des engagements assez clairs par rapport à ces questions-là. Ben oui, parce que sinon, ça va fermer quand même beaucoup d'œuvres à la scène.
Donc, dernière partie, c'est mine de rien, c'est la question enfin, pas du tout mine de rien, d'ailleurs, les rapports dans les dispositifs d'action culturelle, parce qu'on a donc ce résultat, 2/3 du public sont des femmes, 2/3 de spectatrices, et pour, en gros, 1/3 de spectacles programmés dirigés par des femmes. Donc, finalement, la question, c'est pourquoi les femmes vont voir ces spectacles majoritairement masculins. Et pourquoi pas plus d'hommes vont voir ces spectacles-là? Et vous abordez aussi, Daniel, certaines réflexions dans cette dernière partie de votre article, avec un certain nombre de remarques. Déjà, une première remarque sur les artistes intervenants dans les dispositifs d'action culturelle. Et vous constatez que là, la mixité est à peu près équilibrée, sauf dans le cas du primaire, enfin de maternelle et primaire, où il y a plus de femmes. Mais autrement, on a dans les artistes intervenants une mixité quasiment à parité. C'est le premier point. Et là, c'est peut-être assez éloquent ce soir, vous notez aussi que dans tous ces dispositifs d'action culturelle qui mettent en relation artistes et partenaires de l'éducation nationale, c'est évidemment essentiellement des femmes qui sont les partenaires dans l'éducation nationale. Alors évidemment parce que déjà les femmes sont très largement majoritaires dans l'éducation nationale, mais le déséquilibre est quand même encore plus grand quand on regarde qui s'inscrit dans des actions artistiques. C'est-à-dire, là, je ne sais plus, les chiffres, vous citiez l'exemple de la Colline en 2018. En 2018, pour les dispositifs menés par la Colline, il y avait 22 enseignantes qui participaient à un projet pour 4 enseignants seulement. Je crois que c'était ça vos chiffres. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ces éléments-là, sur le fait que là aussi, parce que ça pose la question, mais sur laquelle on finira, mais la question de et demain, quelles pistes et quelles évolutions potentielles. Mais déjà revenir sur ces données-là. Donc les données que j'ai citées, c'était celles qui étaient évoquées par les participants et participantes à la table ronde. Donc à ma connaissance, il n'y a pas d'études généralistes effectivement sur la composition sexuée des artistes intervenantes dans les dispositifs d'action culturelle. Une question d'ordre plus général, c'est effectivement comment on articule les temps de création, de diffusion des spectacles avec les temps d'action culturelle, sachant qu'il y a des artistes qui n'ont pas de compétences pédagogiques ou un goût pour la pédagogie, et par conséquent, ça peut être contre-productif de les obliger à s'engager dans des actions artistiques territorialisées. Mais voilà, enfin, ça c'est une question de fond concernant effectivement cet objectif de démocratisation culturelle, d'autant plus que le régime de l'assurance chômage des intermittents est plutôt orienté très majoritairement vers le soutien à la production et à la diffusion de spectacles. C'est-à-dire qu'il n'y a que 70 heures d'enseignement qui peuvent être déclarées dans les 507 heures nécessaires pour obtenir ou renouveler les droits de tirage concernant les aides de retour à l'emploi. Et c'est un point très important puisque ces aides à retour à l'emploi pour les intermittents, s'ils sont indemnisés, représentent à peu près au moins l'équivalent, voire plus, que le revenu du travail. Et au-delà de 70 heures, sauf si effectivement on joue avec les règles et qu'on déclare l'atelier comme la création d'un spectacle. Il y a des centres dramatiques nationaux qui le font couramment, mais après c'est une prise de risque. De fait, il faut les déclarer au régime général. Par conséquent, et que effectivement, dans une compagnie, qui va s'impliquer dans l'action culturelle, sachant qu'il peut être un peu compliqué d'être à la fois présent sur le plateau et puis aussi intervenir en complément donc dans les dispositifs d'action culturelle. Et parfois, il y a une hiérarchisation
entre les artistes qui jouent au plateau et puis des artistes intervenants qui sont plus spécialisés dans les actions pédagogiques, et avec le risque majeur, effectivement, pour la construction de la réputation corporative de ces artistes, d'être déclassés. C'est-à-dire, si on fait trop d'initiatives pédagogiques, on n'est plus considéré comme un vrai artiste, on devient enseignant. Et ça, pour le développement de carrière des artistes, ça peut être dangereux. Et ensuite, effectivement, la question, c'est comment effectivement on construit une relation équilibrée entre les artistes intervenants, les équipes pédagogiques, et donc qui va être intéressé effectivement dans les équipes pédagogiques qui sont déjà majoritairement féminisées, encore plus dans les écoles élémentaires que dans les collèges et les lycées. Les écoles élémentaires, le professeur des écoles, c'est 84% de femmes. Pour les collèges et les lycées, 60% de femmes. Et de fait, effectivement, on observe plutôt un déséquilibre important avec davantage de femmes enseignantes qui sont intéressées par ces propositions d'ateliers en milieu scolaire. Mais également, c'est aussi question de la mixité dans la composition des groupes, puisque si on veut réduire cette inégalité sociodémographique dans le public, c'est-à-dire il y a davantage de femmes spectatrices ou de femmes spectatrices assidues que d'hommes, il faut bien réussir à intéresser des jeunes hommes ou des garçons pour les impliquer dans le dispositif d'action culturelle. Alors, ce n'est pas trop compliqué dans les lycées d'enseignement généraux, parce qu'a priori, si on ouvre l'atelier à tout le monde, voilà, il y a à peu près autant de garçons que de filles. C'est plus compliqué pour les lycées d'enseignement professionnel, où là, les compositions sont plus sexuées selon la filière préparée. C'est-à-dire qu'on est soit dans le tertiaire, plutôt féminisé, soit dans l'industrie, plutôt domination masculine. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi, donc en fait, les équipes de relations avec le public peuvent jouer un rôle, effectivement, pour assurer la mixité, organiser la mixité de ces groupes, donc en croisant, en faisant se rencontrer un lycée d'enseignement professionnel tertiaire avec un lycée d'enseignement professionnel industriel. Voilà. Juste 2 remarques pour rebondir déjà là-dessus. J'étais la semaine dernière dans le sud parce qu'on faisait une formation conjointe artistes intervenants et enseignants. Alors, c'était des enseignants d'options et de spécialité. Et des artistes hommes parlaient justement de ce risque d'être déclassé que vous venez de mentionner, en disant que souvent, dans le milieu professionnel artistique, on leur reprochait presque de faire trop d'interventions en milieu scolaire. C'est-à-dire que c'est en gros, ils perdaient en crédibilité à s'engager dans ces projets alors qu'il était totalement volontaire pour le faire. Ça, c'était une première remarque. Et puis, deuxième remarque parce qu'on n'a pas encore mentionné cet aspect-là des choses, mais c'est aussi ce que vous venez d'évoquer sur les équipes de relations avec les publics. Là aussi, on peut constater qu'elles sont extrêmement féminisées. C'est-à-dire que c'est aussi l'un des acteurs très, très largement dominé par le corps féminin. Il y avait dans cet ouvrage-là qui s'appelle « Comment la culture vient aux enfants », qui est assez intéressant, qui est paru l'année dernière, hein, « Repenser les médiations ». C'est un ouvrage publié par Sciences Po et par le ministère de la Culture, avec le DEPS, entre autres. Et il y a tout un chapitre sur cette question-là qui est assez intéressant. Donc, là encore, sur le poids des femmes dans l'organisation, justement, de ces projets qui mêlent artistes et enseignants. Des femmes qui sont donc dans les services de relations avec les publics. Donc là aussi, je sais, Véronique, hop, je t'interpelle. Si toi aussi, tu as un regard par rapport à ces questions-là. Ah, c'est curieux parce que j'ai l'impression que ça bouge, ça aussi. Ah, vas-y. J'ai souvent affaire à des actrices qui ont envie de s'impliquer. Enfin, je fais partie de
groupes aussi qui trouvent que c'est noble et que c'est important. Enfin, on est même à Montreuil, une coopérative là, qui s'appelle Cap Étoile, où on essaye d'inventer des nouvelles médiations. Enfin, c'est fait avec un grand sens de la responsabilité, la conscience de la solidarité, de motiver le public. Euh, Moi, je n'ai pas cette impression de déclassement que j'ai pu ressentir avant. Je trouve que ça bouge, mais peut-être que ça n'apparaît pas dans les chiffres, je ne sais pas. Ah ben tant mieux. Enfin, Et puis, oui, je me demandais par rapport aux relations publiques, je me disais en fait tout ce qui est du relationnel reste du côté féminin, comme si les hommes ne savaient pas faire ça. Enfin, est-ce que c'est lié à la maternité ou quoi? Enfin, je sais pas, je trouve que c'est incroyable. Il faudrait faire un quota aussi dans l'autre sens pour faire bouger les choses. Alors, sur le fait que il y a une surreprésentation des femmes dans les projets d'éducation artistique et culturelle, même par rapport au corps enseignant en général, hein, vous avez évoqué ce chiffre de 60% de femmes dans le secondaire, et la part des projets d'action culturelle qui impliquent des enseignants de femmes est bien supérieure. Mais c'est aussi du fait, je pense que c'est aussi lié aux disciplines enseignées. C'est-à-dire que voilà, on sait que dans certaines disciplines, je pense évidemment au français, je pense évidemment même aux langues, il y a encore une plus grande proportion de femmes, et c'est souvent dans ces disciplines-là que les projets s'engagent. Par rapport à la remarque de Véronique sur le fait qu'il y ait des artistes intervenantes, enfin des artistes qui trouvent davantage de sens, enfin qui trouvent du sens effectivement à s'impliquer dans le travail d'éducation artistique et culturelle. Dans l'étude sur la diffusion de la danse en France, on avait posé la question donc aux compagnies sur la pertinence, le degré de pertinence de l'implication dans les dispositifs d'action culturelle. Les opinions très majoritaires qu'on recueillait, c'était de dire « Ah, c'est très bien pour l'éducation artistique et culturelle, pour les jeunes comme pour les moins jeunes », qui avait un consensus relativement unanime pour considérer que c'était très pertinent pour améliorer la relation d'écoute pendant la représentation et justement faire des débats ensuite après les représentations, c'est-à-dire qu'il y avait un questionnement bien plus pertinent de la part du public. Donc tout ça était très positif. Par contre, on posait aussi la question, est-ce que vous trouvez ça pertinent pour enrichir le processus de création artistique? Puisqu'en fait, en travaillant avec des univers de vie diversifiés, dans les pratiques d'atelier, c'est aussi un moyen de gagner en humanité, d'enrichir son sens de l'humanité. Et de fait, là, les réponses majoritaires, c'était plutôt non, c'est pas très pertinent pour enrichir le processus de création artistique. Avec une nuance, c'est-à-dire c'est l'étude que j'avais menée avec un collègue en co-responsabilité scientifique, Philippe Henry, qui était un maître de conférence habilité à diriger la recherche à Paris 8. Donc, on a pu dégager en fait que la discrimination principale n'était pas selon la discipline ou selon le genre de la direction artistique. Pour les compagnies, c'est le centre de gravité territoriale de la diffusion des spectacles, avec une graduation entre les compagnies dites régionales qui diffusent essentiellement leurs spectacles dans la région du siège social, celles qui commencent à diffuser dans l'espace national, et puis celles pour lesquelles, effectivement, c'est l'espace national qui est prédominant par rapport à l'espace régional, puis celles qu'on appelait excentrées, qui diffusent essentiellement dans l'espace national et international. Donc, on a aussi appliqué aussi cette différenciation dans l'étude sur la diffusion de la danse, et on constatait que les compagnies régionales, déjà dans l'étude sur les territoires et les ressources des compagnies en France, comme elles diffusent moins de spectacles, globalement, elles sont plus impliquées
dans le temps d'action culturelle. Mais là aussi, dans cette étude sur la diffusion de la danse, il y avait davantage de compagnies régionales, chorégraphiques régionales, qui reconnaissaient la pertinence de cette implication dans l'éducation artistique et culturelle pour enrichir le processus de création artistique. Mais dans cette étude, on interrogeait au milieu des années 2010, effectivement, c'est quand même une opinion très minoritaire et un peu moins pour les compagnies régionales. Alors, il y a une intervention dans le public d'Élodie Hervier. Oui, c'est noble. Cependant, c'est souvent une substitution aux enseignements généraux, tandis que le soutien donné aux artistes ne reconnaît pas cet apport au système d'enseignement. Est-ce que vous pourriez préciser, Élodie? Oui, ce que je veux dire, c'est que l'école, ça rejoint l'argument que Daniel venait d'expliquer, c'est-à-dire que l'école et les participantes et participants et usagers trouvent un profit à ces interventions, et même dans la préparation, par exemple, du grand oral, ou dans l'approche des œuvres, dans la manière de s'emparer de la culture, qui devrait être un socle commun des valeurs de l'enseignement national. Et là, les artistes viennent en intervention et sont des substituts de ce que les profs ne sont plus amenés à faire, puisqu'ils n'en ont plus forcément le temps, ou qu'ils ne sont pas accompagnés pour le faire, ou pas assez nombreux. Tandis que l'artiste, de l'autre côté, les limité à 70 heures de facturation, 70 heures sur ses 507 heures pour l'intermittence du spectacle, voire il est obligé d'ouvrir une auto-entreprise, voire il y a un système de précarisation qui ne rend pas cette valeur et qui, comme vous venez de le dire, Daniel, n'apporte pas toujours, n'est pas nutritif non plus sur le plan de la production et de la conception du futur projet, quoi. C'est-à-dire que l'artiste, ça serait le fruit d'un engagement, j'allais dire, plus volontaire, d'une forme de militantisme aussi, d'une certaine façon, alors que côté enseignement, ça vient pallier des carences et ça vient enrichir véritablement l'enseignant. Ce n'est pas la même démarche. C'est ce que vous voulez dire, Élodie? Enfin, je vais être totalement, je n'attribue pas une totale mauvaise foi de la part du côté du partenaire de l'éducation nationale, mais en tout cas, dans la pratique, c'est ce que j'ai observé à différents endroits. Et à mon avis, ça rejoint cet argument de dire, ben oui, on observe des bénéfices du côté des usagères et usagers, participantes et participants à ces médiations. Mais qu'en effet, que l'artiste est assez valorisé à ces endroits-là. Entendu. Daniel, il y a dans votre article aussi une autre remarque au-delà j'allais dire des âges scolaires. C'est tout au long de la vie, les dispositifs de relations au public tout au long de la vie, et on constate que ces dispositifs, que ce soit les ateliers du lendemain, enfin, quels que soient les dispositifs mis en place, attirent beaucoup plus de femmes que d'hommes, là aussi. Oui, ça c'était quelques témoignages des participants et participantes au table ronde, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait un appel d'offres pour participer aux ateliers, donc a priori, il y a davantage de femmes qui se portent spontanément volontaires que d'hommes. Ensuite, tout dépend effectivement du projet qui est recherché par l'équipe du théâtre. Puisqu'on peut aussi s'adresser à des communautés. Alors, soit volontairement des communautés féminines, donc comme ça peut être le cas, et donc volontairement, on souhaite travailler avec des femmes, effectivement, pour faire un travail artistique sur leur pratique quotidienne et puis mettre en perspective donc, cette domination patriarcale et les amener donc à faire bouger leur représentation, enfin, par l'intermédiaire de l'imaginaire artistique, mais ça peut être aussi des communautés masculines. Alors, notamment, c'était des Kebal, par exemple, qui a fait un spectacle, mais en s'appuyant aussi sur
des hommes. Ça rejoint une remarque de Véronique, c'est-à-dire ce serait bien aussi d'entendre les hommes, effectivement, se déplacer par rapport aux stéréotypes patriarcaux. Voilà, donc commence à se faire tard. Et là, c'était effectivement, c'est donc dans un dispositif vraiment non mixte, ça permettait en fait aux hommes de s'exprimer plus facilement sur leur rapport aux femmes. Et de façon plus nuancée que effectivement les représentations sexistes des hommes qui dominent les femmes. Et ça permettait donc de créer un spectacle sensible, effectivement, mais qui impliquait là, une distribution uniquement masculine, mais ce spectacle avec une distribution uniquement masculine contribuait effectivement à déplacer les stéréotypes, en montrant que les hommes aussi pouvaient souffrir des attentes portées par cette idéologie dominante, qu'on pouvait être plus à l'aise avec dans d'autres types de rapports avec les femmes, ou entre les femmes et les hommes aussi, ou entre les hommes. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Bon, évidemment, moi, en tant qu'ANRAD, je pense à la piste de la formation, et en particulier, c'est la question de la formation aussi du corps enseignant dès la formation initiale, et de l'importance d'introduire ces données dans la formation initiale pour tout le corps enseignant. Et dans toutes les disciplines. Ça, je pense que ça pourrait être une piste, en tout cas, parce que mine de rien, que les hommes soient aussi des accompagnateurs de sorties scolaires, que les hommes soient aussi engagés dans ces processus, c'est aussi une façon de légitimer pour les garçons le fait qu'on peut s'intéresser à. Bon, ça me paraît une donnée qui est quand même assez essentielle. Mais je ne sais pas, voilà, c'est au-delà de cette question de la formation initiale et continue. Là, je pense à la question du corps enseignant, mais ce n'est pas que la question du corps enseignant, c'est aussi tout l'ensemble du champ, l'ensemble de l'écosystème, j'allais dire, de la relation artiste-enseignant et au sein du monde artistique. Est-ce que vous avez des pistes, Daniel ou Véronique, qui vous paraissent intéressantes pour la suite? Écoute de textes contemporains qui bousculent tout ça, que les jeunes qui viennent assister à des spectacles puissent voir d'autres représentations, que des jeunes filles puissent rêver de devenir, je ne sais pas, présidente ou je ne sais quoi. Mais déjà ça, qu'on puisse entendre une autre façon de représenter le monde sur les plateaux. Merci. Est-ce que, Daniel, vous avez de votre côté des idées? Oui, je pense effectivement, je partage tout à fait votre avis, Philippe, concernant l'importance de la formation, de l'éducation. C'est-à-dire, c'est par l'éducation, effectivement, qu'on peut ouvrir les horizons d'attente concernant les comportements sociaux et déplacer donc, ces assignations identitaires, en tout cas ne plus les considérer comme normales, et encourager donc, des déviances, des expérimentations en dehors de ces assignations identitaires. Et se pose effectivement la question aussi importante de la chaîne de valeur du spectacle vivant, et comme on l'a vu, qui accorde beaucoup moins de confiance spontanément aux femmes qu'aux hommes pour donc produire et diffuser des spectacles. Et qu'une avancée, a priori, qui est quand même, c'est une question qui préoccupe le ministère de la Culture, c'est la question aussi de l'égaconditionnalité de la distribution des subventions. C'est-à-dire que la distribution des subventions pourrait être proportionnée ou conditionnée au respect de la meilleure égalité dans la répartition des genres, en considérant que les metteurs en scène femmes ont autant de talent que les metteurs en scène hommes. Mais il ne faut pas tout attendre, loin de là, des institutions, parce que
les institutions suivent les évolutions sociétales. Par conséquent, ce sont les initiatives de la base qui sont importantes pour faire bouger les représentations sociales, et que par rapport donc à la logique marchande aussi qui traverse, qui croise la logique de service public, il y a effectivement des changements qu'on peut observer dans les jeunes générations avec un intérêt pour la coopération, pour la création de collectifs, etc. Et que par une organisation autrement de la production des spectacles qui valoriserait davantage les actions de coopération, là aussi, en faisant jouer l'intelligence collective par l'intermédiaire de la coopération, cela pourrait aussi favoriser le déplacement de ces assignations identitaires par le jeu des imaginaires artistiques. Renpra évoque dans son livre aussi un des projets qui n'a pas abouti de Françoise Nyssen, qui était un système de malus c'était un système de malus pour les labels qui ne respecteraient pas leurs obligations, et en particulier en termes de parité. Et en fait, ce système de malus a été purement et simplement enterré. Enfin voilà, ça n'est plus du tout à l'ordre du jour. Je regarde aussi les réactions. Julien Dayer qui dit peut-être que les programmes de sortie scolaire officielle pourraient intégrer les sorties dans des lieux plus modestes, voire alternatifs, et pas diriger massivement les élèves vers les plus grosses de nos institutions. Et ce à quoi Florent Jaaffouri a répondu, les sorties organisées sont à la discrétion du professeur, chacun a son propre réseau. Et Julien Dayer qui enchérit, oui, justement. Alors après, c'est aussi, c'est ça, dans le choix des lieux où l'on accompagne les élèves. Mais là encore, pour moi, le choix des lieux est aussi lié à la formation et à la sensibilisation. Hein. C'est-à-dire que tout ça ça suppose aussi un certain recul sur la bonne connaissance de cet écosystème, mine de rien, et de ce que les différentes structures ont comme choix de programmation, comme volonté, etc. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un mot, parce que… Je veux bien. Sur ce point, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'en fait, les actions artistiques en milieu scolaire, celles qui sont plus facilement subventionnées, cela suppose des accords de partenariat où on privilégie plutôt justement les structures labellisées. Donc en fait, dans le financement des dispositifs d'action culturelle, et c'est un point aussi très important à prendre en considération, c'est-à-dire que assez souvent, le budget d'action culturelle récurrent des structures, des établissements culturels est nul, ou quasiment nul, et que si on veut développer des dispositifs d'action culturelle, on doit chercher des financements, donc répondre à des appels à projets. Et que ces appels à projets peuvent effectivement être conditionnés pour donner du sérieux. On veut bien vous financer si votre action artistique est organisée avec une équipe d'un établissement culturel labellisé.